Ce n'était qu'une tasse de thé, petite anodine, offerte avec le sourire. Mais ce jour-là, elle portait un poison, une tentative d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré en pleine réunion stratégique sur le New African Money et l'unité du continent. Derrière le parfum épicé du thé se cachait la peur, la trahison et un message clair. Le panafricanisme dérange. Les ennemis de l'African Self-Reliance ne reculent devant rien, pas même le meurtre. Pourtant, au cœur de cette menace, une vérité a éclaté. Ce n'était pas Ibrahim Traoré qui était en danger, mais bien ceux qui pensaient pouvoir le faire tomber. Le vent soufflait doucement sur Ouagadougou ce matin-là, mais dans le palais présidentiel, l'atmosphère était tout sauf paisible. À l'aube, comme à son habitude, le président Ibrahim Traoré s'était levé tôt. Il avait l'esprit clair, le regard concentré sur les dossiers posés sur sa table de travail. La veille encore, il avait reçu un rapport confidentiel sur l'avancée du projet New African Money, une initiative panafricaine qui promettait de briser les chaînes économiques imposées depuis des décennies par les anciennes puissances coloniales. Mais ce matin-là, au milieu de ses notes, un détail troubla la routine. Un petit papier plié en 4 sans enveloppe glissait discrètement sur son bureau. Pas de timbre officiel, pas de signature, seulement quelques mots tracés à la main d'une écriture nerveuse, presque tremblante. Ne buvez pas le thé aujourd'hui, ils vont tester votre confiance. Le capitaine Ibrahim Traoré. Ancien soldat aguerri devenu président, n'était pas un homme qui paniquait facilement. Il avait connu la guerre, la sueur, le feu. Il avait combattu les milices, résisté aux pressions étrangères, survécu aux trahisons internes, mais cette note brève et directe venait frapper à la porte d'un instinct plus profond, celui de l'animal traqué. Il l'a relu plusieurs fois. Il savait que ce genre de message ne s'écrivait pas à la légère. Si quelqu'un prenait le risque de le prévenir, c'est que le danger était réel et imminent. Traoré se leva en silence. Il n'appela aucun garde. Il n'alerta aucun ministre. Il se contenta de glisser le message dans la poche intérieure de sa veste, puis reprit le fil de sa journée comme si de rien n'était. À 11 heures, une réunion stratégique devait se tenir à une base militaire à la périphérie de la ville. Objectif : discuter de la sécurisation logistique d'une zone instable à l'est du pays, près de la frontière nigérienne, où des cellules terroristes tentaient de freiner le déploiement de nouvelles structures économiques inspirées du panafricanisme. Un détail important, ce rendez-vous n'était connu que d'un cercle restreint d'officiers supérieurs. Aucun journaliste, aucun civil. Tout avait été organisé en interne. Le convoi présidentiel quitta discrètement le palais sans escorte voyante. À bord du véhicule blindé, Ibrahim Traoré gardait le silence, son regard fixé sur l'horizon brûlant. Il repensait à cette note, qu'il avait écrite. Pourquoi maintenant ? Et surtout pourquoi le thé ? Arrivé à la base, il fut accueilli par le colonel Konaté, un officier loyal depuis plus de 10 ans. Du moins c'est ce qu'il croyait. La poignée de main fut ferme, le sourire convenu. Rien ne trahissait l'ombre qui planait pourtant sur cette journée. On l'installa sous un grand manguier dans la cour intérieure. Une tradition presque un rituel. Les réunions stratégiques informelles se faisaient souvent en plein air autour de thé brûlant, symbole de paix, d'accueil, de camaraderie. Les tasses furent servies par un jeune soldat en tenue simple, inconnu du président. Visage fermé, geste prudent, regard fuyant. Lorsque la tasse de Traoré fut déposée devant lui, il n'y toucha pas. Il la fixa un instant comme s'il écoutait ce qu'elle avait à dire. À cet instant précis, il sut. La note disait vrai. Il leva lentement les yeux vers le jeune soldat, puis vers Konaté, dont le sourire semblait un peu plus crispé qu'à l'accoutumée. « Merci », dit calmement le président. Puis au lieu de boire, il posa la tasse intacte sur la petite table en bois devant lui. Le silence tomba sur l'assemblée. Une décision venait d'être prise, invisible aux yeux de la plupart, mais décisive pour la suite. Car le capitaine Ibrahim Traoré ne boit jamais sans avoir d'abord goûté le silence. Le soleil tapait fort sur la cour de la base militaire, mais l'ombre généreuse du vieux manguier apportait une fraîcheur bienvenue. Les cigales chantaient au loin, indifférentes à ce qui allait se jouer, là sous leurs ailes. Assis en demi-cercle, une dizaine d'officiers attendaient que la réunion commence. Des visages familiers, marqués par les années de service, par la poussière du terrain, par les batailles livrées, pour défendre un idéal. Parmi eux, le colonel Konaté, figure respectée homme de devoir, ou du moins c'est ce qu'il avait toujours prétendu être. Le président Ibrahim Traoré, vêtu d'un boubou militaire léger, s'installa calmement au centre. Aucune trace d'agitation sur son visage. Pourtant, dans sa poche intérieure, la note mystérieuse le rappelait à la prudence. « Ils vont tester votre confiance ». Ces mots résonnaient encore en lui comme un avertissement,
que seul un homme vivant dans le danger sait écouter sans céder à la peur. Un plateau de thé fut apporté comme c'était la coutume. 3 petites théières en métal, 6 tasses en céramique. Le rituel était bien connu. On offrait le thé, on en versait 3 fois. Le premier amer comme la vérité, le second doux comme l'amitié, le troisième sucré comme l'amour. Mais aujourd'hui, la tradition portait un goût de menace. Le serveur s'avança. Un jeune homme, visage lisse, mains hésitantes. Il n'était pas connu des hommes de Traoré, ni garde régulier, ni aide de camp habituel. Ses gestes étaient précis, mais sa nervosité était palpable. Il évitait les regards. Lorsqu'il tendit la tasse au président, il la tenait à 2 mains, presque comme si elle pouvait se briser. Le capitaine Ibrahim Traoré l'observa longuement sans dire un mot. Il prit la tasse mais ne but pas. Son regard balaya la scène discret méthodique. Puis il se posa sur Konaté, assis juste en face, qui lui adressa un sourire forcé, faux, comme un masque trop usé. « Le thé est frais, monsieur le président », dit-il avec un ton léger. Traoré répondit par un simple hochement de tête. Il ne porta pas la tasse à ses lèvres. Au contraire, il la posa doucement sur la petite table basse en bois brut sans en renverser une goutte. Un silence étrange s'installa, court mais chargé. Pour les non-initiés, ce geste aurait pu sembler anodin. Une préférence personnelle, un souci de santé, un détail sans importance. Mais pour ceux qui connaissaient le capitaine Ibrahim Traoré, ce fut un signal. Depuis ses débuts dans les forces armées, il avait toujours prôné la vigilance comme première arme. Il avait traversé des zones de guerre, évité des embuscades, démantelé des cellules terroristes. Il savait que la trahison ne criait jamais son arrivée. Elle murmurait, elle se glissait, elle s'insinuait parfois dans une poignée de main, parfois dans une simple tasse. Le piège du thé venait d'être déjoué. En silence, avec calme, mais la partie ne faisait que commencer. Le regard de Traoré restait fixé sur celui de Konaté, long, soutenu, presque pesant. Konaté cligna des yeux une seule fois, mais cela suffit à trahir son trouble. « Vous ne buvez pas, mon président », tenta-t-il avec un sourire plus crispé encore. « J'ai appris à écouter les silences plus que les paroles, colonel », répondit doucement Traoré. « Et celui-ci est particulièrement bruyant. » Les autres officiers s'agitaient à peine sentant que quelque chose clochait. Un souffle de tension parcourut le cercle. Zongo, fidèle parmi les fidèles, assise un peu en retrait, saisit immédiatement la portée du moment. Il bougea légèrement sur son siège, prêt à intervenir. Dans cette tasse, ce n'était pas le thé que l'on avait tenté de servir, mais la mort. Et dans ce silence, ce n'était pas le respect qui régnait, mais la peur. Ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas levé la voix. Il n'a pas pointé d'arme. Il a simplement refusé une gorgée. Et dans ce refus, il a révélé le visage de la trahison. Le silence qui avait enveloppé la cour de la base militaire se transforma en une chape de plomb. Le cliquetis léger d'une cuillère contre une tasse fut le seul bruit audible pendant quelques secondes. Tous les regards étaient tournés vers le président. Il n'avait pas bougé, pas crié, pas menacé. Il s'était contenté de poser sa tasse, un geste simple. Mais dans ce contexte, c'était une déclaration de guerre. Le capitaine Ibrahim Traoré, en maître des signaux faibles, savait que la vraie puissance ne se montre pas toujours par la force. Elle se manifeste dans la maîtrise, dans l'anticipation et dans la manière de faire tomber un masque sans prononcer un seul mot. Il se redressa lentement sur sa chaise, son regard balaya le cercle puis se fixa sur le jeune soldat qui avait servi le thé. Le garçon figé suait à grosses gouttes malgré l'ombre du manguier. Ses yeux évitaient ceux du président, mais ses mains tremblaient. Il tentait de rester droit, mais le malaise était trop fort. Traoré leva la main. Un garde s'approcha. En un clin d'œil, le soldat fut saisi fouillé. Dans sa chaussette gauche, soigneusement dissimulée, un petit flacon plastique fut retrouvé. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée quand l'un des gardes lut l'étiquette à voix basse VXT42. Le nom était connu de certains. Pour ceux qui l'ignoraient, le président prit la parole d'une voix posée presque pédagogique. Un neurotoxique, incolore, inodore mortel, en moins de 10 minutes. Une goutte suffit. Aucun cri, aucune protestation, seulement des respirations coupées. Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Ce nom circulait dans les couloirs de l'Union africaine, dans les chancelleries européennes et dans les rapports confidentiels de la CIA. Homme de rupture, porteur du rêve panafricain, il incarnait un vent de changement que beaucoup redoutaient. Il représentait l'Afrique debout, indépendante, décidée à maîtriser sa monnaie, son sol, ses ressources. C'était plus qu'un attentat,
c'était une mise en garde, un avertissement, envoyé à travers une tasse. Mais ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré avait vu venir l'orage. Il se tourna lentement vers le colonel Konaté, toujours assis, mais figé. Son visage, d'abord ferme, s'était décomposé. Il tenta de parler, mais sa voix mourut dans sa gorge. « Vous avez organisé cette rencontre, colonel, » dit le président calmement. « Vous avez suggéré ce lieu, vous avez même choisi le moment. Et maintenant, c'est dans votre base qu'on tente de m'empoisonner. Monsieur le président, je n'ai rien à voir avec cela. Ce garçon, je ne le connais pas. Je suis loyal, » protesta. Konaté, sa voix gagnée par une panique mal dissimulée. Mais il était trop tard. Zongo, fidèle, bras droit du président, s'était déjà approché du serveur menotté. Il tenait un petit carnet noir retrouvé dans le sac du jeune homme. Il l'ouvrit, tourna quelques pages, puis les montra au président. Des codes, des dates, des lieux de réunion. Et des montants, dit-il. Traoré jeta un œil au carnet. Plusieurs noms de militaires y figuraient associés à des sommes d'argent. Mais un nom revenait encore, et encore, Konaté. Le président se tourna vers lui, son regard devenu glacial. « Vous niez encore, colonel Konaté ?» Balbutia se leva, fit un pas en arrière. « C'est un piège. Quelqu'un veut me salir. Je suis innocent. » Mais personne ne bougeait. Même les oiseaux s'étaient tus. « L'innocence, colonel, se prouve par les actes. Pas par des mots tremblants, » répondit Traoré. Puis il fit un simple geste de la main. Les gardes encerclèrent Konaté. Il n'y eut ni violence, ni cri. Juste une marche silencieuse vers la vérité. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, savait que l'ennemi ne venait plus de l'extérieur. Il portait l'uniforme, il parlait le même dialecte, il partageait parfois même le même sang. Ce jour-là, un traître fut démasqué, mais Traoré savait déjà que le poison venait de plus loin, et le vrai combat, lui, ne faisait que commencer. Lorsque le colonel Konaté fut emmené menotté le regard bas, le silence s'installa comme un brouillard lourd autour du manguier. Il n'y eut ni cri de soulagement, ni murmure de colère. Tous savaient que ce qui venait de se passer dépassait le cadre militaire. Ce n'était pas un simple coup monté pour renverser un homme de pouvoir. C'était un message codé, un avertissement froid lancé à celui qui dérangeait les équilibres établis. Et ce message, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, l'avait parfaitement décodé. De retour au palais, le capitaine Ibrahim Traoré s'enferma dans son bureau. Les rideaux tirés, la lumière tamisée. Il relut les pages du carnet noir retrouvé sur le jeune serveur. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque pseudonyme semblait former un puzzle. Mais un nom revenait obsédant. Le chacal, ce n'était pas une invention. Il l'avait déjà vu brièvement dans un rapport classé confidentiel de la DGSE, intercepté des mois auparavant. Le chacal, surnom donné à un ancien officier de renseignement français, Alexandre Morel, officiellement à la retraite, officieusement actif dans les zones de tension africaines. Toujours dans l'ombre, jamais identifiable, jamais prenable. Zongo entra sans frapper comme à son habitude quand la situation l'exigeait. Il déposa un dossier mince sur le bureau. « Analyse des communications du serveur », dit-il. Un téléphone prépayé utilisé une seule fois la veille de l'empoisonnement, le message était court. Pour la tasse, demain, il ne verra rien. L'emplacement demanda Traoré sans lever les yeux. Envoyé à moins de 2 kilomètres du consulat français. Un silence. Ibrahim. Traoré. Burkina Faso. Ces 4 mots réunis suffisaient à faire grincer des dents dans certaines capitales. Car Traoré ne jouait pas le jeu. Il parlait d'indépendance monétaire, de souveraineté totale, de New African Money. Il refusait les prêts enchaînés, les bases étrangères, les contrats léonins. Il parlait d'une Afrique unie forte qui n'attendait plus la permission d'exister. Alors forcément, il devenait une cible, mais il n'allait pas se cacher. Il ne fuyait pas la guerre, il la démasquait. Et cette guerre-là se jouait en silence, dans les couloirs discrets des ambassades, dans les chambres d'hôtel sans caméra, dans les restaurants feutrés où l'on passait des ordres en échange de sourires. Ce n'est plus seulement un complot militaire, dit Traoré. C'est une opération d'influence. Une main étrangère cherche à semer le chaos, à diviser l'armée, à affaiblir l'État de l'intérieur. Il se leva, fit les 100 pas songeurs. Nous n'allons pas répondre avec des communiqués. Nous allons frapper en silence, comme eux. Il convoqua alors une réunion nocturne restreinte dans une salle souterraine du palais. Étaient présents Zongo, 2 agents du contre-espionnage, un expert en cyber-infiltration et une analyste civile ayant travaillé sur les tentatives de déstabilisation précédentes. Chacun savait que ce qu'il s'apprêtait à entendre n'était pas destiné aux archives officielles, pas de procès,
pas de show médiatique. Une seule mission: découvrir le réseau et neutraliser le chacal. Le cyber-expert connecta son terminal. Sur l'écran s'affichèrent des flux de données, des cartes, des appels cryptés. Après 2 heures de recoupement, une adresse se stabilisa. Un immeuble luxueux dans le quartier de Ouaga 2000. Aucune caméra dans les couloirs, aucune trace officielle. Mais un signal téléphonique correspondant au téléphone du serveur avait été détecté dans l'appartement 3B. Et selon une observation récente, un homme y entrait et sortait sans jamais suivre le même itinéraire. Description de mandat: Traoré. Grand peau claire, toujours en lunettes noires et chapeau. Il parle peu. Paille en liquide. Pas dans les registres diplomatiques, mais il a les codes d'accès. C'est lui, dit calmement le président. Zongo fronça les sourcils. S'il est protégé par un État étranger, l'arrêté pourrait déclencher une crise. Le capitaine Ibrahim Traoré sourit un sourire sans joie. Alors, on ne l'arrête pas. On l'invite, une invitation. Un dîner privé, très sélect, très discret. Il tentera à nouveau, et cette fois, conclut-il, ce ne sera pas la tasse qu'on piégera, ce sera lui. Dans le calme épais de la nuit ouagalaise, les couloirs du palais présidentiel vibraient d'une tension sourde. Le plan avait été mis en place avec une minutie chirurgicale. Aucun mot de trop, aucun faux pas. Un dîner privé annoncé à huis clos, exclusivement réservé à 4 invités triés sur le volet. Pas de médias, pas de communication officielle. Juste ce qu'il fallait pour que le chacal entende parler de l'événement. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, s'était préparé, mais pas comme un chef d'État, comme un soldat. Le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme formé au terrain, aux embuscades, au silence assassin, avait repris le dessus. Le dîner n'était pas une réception, c'était une traque, une dernière manœuvre dans un théâtre d'ombre. La salle à manger avait été transformée en dispositif de surveillance, sous chaque assiette un micro, dans les vases des caméras miniatures, les serveurs, des agents du contre-espionnage déguisés. La cuisine contrôlée, chaque ingrédient scanné, chaque bouteille analysée. Même le sel avait été vérifié. À 19h30, les invités commencèrent à arriver. Un ministre de la Défense loyal, une magistrate incorruptible, un commandant d'unité spéciale et un ancien ambassadeur africain. Tous informés de la situation, tous prêts à jouer leur rôle. Ibrahim Traoré, vêtu d'un simple boubou traditionnel, les accueillit avec une sérénité qui masquait une vigilance absolue. Pendant ce temps, à l'extérieur, les hommes de Zongo surveillaient l'immeuble de Ouaga 2000. L'appartement 3B était toujours en veille. Aucune sortie, aucun mouvement suspect. Puis soudain, à 20h02, un signal. Un téléphone prépayé activé à proximité de la zone du palais. Une ligne identifiée comme appartenant à Le Chacal à 20h11. Un homme entra discrètement par une entrée de service grand pot pâle, vêtu d'un costume sobre, les yeux dissimulés, derrière des lunettes teintées. Il portait un plateau d'argent couvert de coupes de champagne. « Il est là », souffla Zongo dans l'oreillette. « Pas dans nos registres, pas un des nôtres. » Le faux serveur avança calmement. Il déposa le plateau devant le président avec une courtoisie calculée, puis recula d'un pas. Il ne disait rien, ne souriait pas, mais sa main droite tremblait légèrement. Le capitaine Ibrahim Traoré ne le quitta pas des yeux. Il leva une coupe, la fit tournoyer doucement entre ses doigts et d'une voix douce dit « Servez-vous donc. Buvez à la santé de l'Afrique libre. » Un silence. L'homme resta immobile. « Vous ne buvez pas » reprit Traoré, un sourire glacé aux lèvres. L'homme tendit la main lentement, puis s'arrêta. Trop tard. Zongo surgit dans son dos. 2 agents surgirent des côtés. En une seconde, l'homme fut cloué au sol désarmé. Il tenta de sortir quelque chose de sa manche, une capsule, une seringue peut-être, mais n'en eut pas le temps. Traoré s'approcha lentement comme un juge face à son accusé. « Alexandre Morel, dit-il, le chacal, envoyé pour déstabiliser un pays qui refuse de plier. Vous n'avez pas compris? Ici, la tasse ne tue pas. Elle révèle. » L'homme allongé respirait fort. Il murmura « Vous vous êtes fait des ennemis que vous ne pouvez pas vaincre. » Traoré s'accroupit à ses côtés, le regard droit. « Je ne cherche pas à vaincre, je cherche à survivre pour les miens, et vous venez d'échouer. » Il se releva et donna l'ordre. Pas de presse, pas d'humiliation publique, juste une extraction discrète. Le chacal fut conduit dans une cellule souterraine sans fenêtre, sans accès.
Aucun communiqué ne fut publié, aucun nom ne fut cité. Mais dans les couloirs du pouvoir, dans les chancelleries étrangères, on comprit, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, n'était pas un pion, il était le joueur. Le lendemain matin, Traoré sirotait un café noir sur le toit du palais. Le ciel était clair. Il pensait à la tasse du camp militaire, à Konaté, à la jeunesse de son pays. Il savait que d'autres attaques viendraient, d'autres chacals, d'autres poisons. Mais il savait aussi que désormais l'Afrique n'était plus à genoux. Et que tant que le capitaine Ibrahim Traoré tiendrait la tasse à la main, le Burkina Faso tiendrait debout. Dans le silence retrouvé du palais, le capitaine Ibrahim Traoré observait le lever du jour sur le Burkina Faso. Il tenait la tasse vide entre ses mains, lavée mais lourde de sens. Ce n'était plus un simple objet, c'était un symbole. Le poison avait échoué. Les traîtres étaient tombés. Et désormais, les ennemis savaient que Ibrahim Traoré, ce soldat devenu chef d'État, ne pliait pas. Il veillait pour son peuple, pour une Afrique libre, pour un avenir où même la plus petite tasse serait versée au nom de l'honneur et non de la trahison.